L'objectif, c'était de proposer une table ronde qui fasse le point sur l'histoire des processus de racialisation dans les Amériques, avec une focale particulière sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, Caraïbes, et de proposer à des historiens de réfléchir à la pertinence ou non d'utiliser les catégories de race ou quel autre type de catégories mobiliser dans leur travail historique. Alors, nous avons confronté un certain nombre de points de vue. Celui dont j'ai été porteur est une vision de la question raciale qui s'adosse à la question traditionnelle de savoir comment les qualités sociales et morales des individus se transmettent de façon intergénérationnelle et à travers quels processus, et notamment des processus qui font intervenir le corps, les fluides du corps et au fond la gestation naturelle. Et autour de cette idée, nous avons pu débattre, sachant que la question de la transmission des qualités positives, la noblesse, ou des qualités négatives, l'infidélité religieuse, ou le statut de vaincu ou de conquis, ou le statut d'esclaves se transmettait ou ne se transmettait pas, constituait un défaut que les gens reçoivent en héritage de leurs ancêtres ou pas, et quelles sont les conséquences de la croyance commune que ces qualités sont donc héréditaires. Alors, nous avons examiné ces questions-là avec un certain nombre d'exemples tirés de l'histoire ibérique, de l'histoire atlantique, avant le grand esclavage et la grande traite négrière, mais également après, et également au lendemain de l'abolition de l'esclavage. Alors pour ma part, j'ai tenté d'exposer en tout cas mon point de vue, qui est celui du Mexique à l'époque coloniale. Alors j'ai fait un petit rappel sur certaines évidences. Tout d'abord, la première évidence, c'est que le Mexique de l'époque coloniale, quand on parle de race, est très éloigné de l'Afrique du Sud ou des États-Unis ou encore de l'Allemagne nazie du XXe siècle. Et j'ai donné l'exemple qu'il n'y avait aucune disposition légale visant à interdire les mariages mixtes. Et la deuxième chose sur laquelle j'ai insisté, c'est sur le terme de raza, que moi j'utilise sans aucun problème et sans guillemets, mais à condition de le remettre dans un contexte historique précis, à savoir que s'il fallait traduire ce terme à l'époque coloniale, j'utiliserais davantage le terme de calidad, qualité des individus, qui renvoie à un ensemble de critères mouvants que sont à la fois le lieu de naissance, de résidence, le métier, le niveau de richesse, le mariage, les mœurs et évidemment la couleur de peau. Alors comment étudier ces catégories socio-raciales? Eh bien, il y a plusieurs biais, plusieurs moyens de le faire, notamment en s'intéressant au recensement religieux et civil, mais également la réglementation urbaine où ces catégories socio-raciales apparaissent, mais apparaissent de moins en moins au fur et à mesure qu'on avance dans le XVIIIe siècle. Et donc, moi, je parle, pour ma part, de phénomène de déracialisation à la fin de l'époque coloniale. Alors pour ma part, je me suis intéressé à l'usage du terme de race dans les sources qui concernent notamment les Antilles françaises et la législation dans les Antilles françaises, et je me suis rendu compte que ce terme était assez peu employé, et lorsqu'il est employé, il sert finalement à qualifier la noblesse. Donc on parle par exemple de noblesse de race, et que c'est lorsque, par exemple, des personnes métissées veulent accéder à la noblesse, on commence à parler de race, mais pour évoquer leur origine. Alors, pour décrire ces sociétés coloniales, donc des Antilles françaises, donc qui se développent à partir de 1625, il me semble qu'il est plus pertinent et opératoire d'employer le terme de couleur statut. Donc 3 couleurs statut existent, les blancs ou réputés blancs, parce qu'une partie des personnes considérées comme blancs ont un de leurs ancêtres qui peut être d'origine africaine, et puis deuxième catégorie, les libres de couleur, et troisième catégorie, donc les esclaves. Et ce dont on se rend compte, c'est plus le processus abolitionniste progresse, et plus le terme de race est employé. Et il semblerait que le terme de race, finalement, se substitue
au statut juridique pour mettre en avant de nouvelles différences, maintenant qu'elles sont masquées à la fois par la disparition du préjugé de couleur, c'est-à-dire cette distinction entre les libres blancs et les libres de couleur, et l'abolition de l'esclavage. Et donc, le terme de race est désormais employé pour marquer la différence donc entre les individus alors qu'ils ne sont plus distincts par le statut juridique. Alors, j'ai participé à la discussion collective à partir d'un terrain particulier qui est celui de la terre ferme, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire la Colombie, le Venezuela essentiellement, et d'une chronologie qui embrasse ce qu'on pourrait appeler les révolutions d'indépendance ou les révolutions atlantiques de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à un long XIXe siècle. Et la question que j'ai voulu aborder est très ample, c'est-à-dire comment la race qu'on peut définir comme, que j'ai défini en tout cas comme la transmission généalogique par le corps d'une dignité ou d'une indignité, a été transformée par les répertoires libéraux et républicains qui se mettent en place à cette époque-là et qui vont constituer l'ossature des constitutions politiques de ces pays, aussi bien la Colombie et le Venezuela que la plupart des républiques hispano-américaines et même au-delà les États-Unis. Et donc, pour aborder cette question, j'ai essayé de montrer que à la fin de l'époque coloniale, il y a différents types de processus de racialisation qui ont chacun une logique un petit peu différente. Le premier autour de la question de la pureté de sang, que j'ai défini comme la race comme généalogie. Le second qui vise précisément à créer des taxonomies dans des sociétés métissées où l'adéquation entre la qualité d'une personne et son phénotype est incertaine. Donc la notion de classe qui vient de l'économie politique pour justement créer ces taxonomies. Et puis la troisième autour de la question des races prises dans les savoirs des sciences de la nature. Et j'ai essayé de montrer que finalement c'est la race comme généalogie qui est le plus impactée par la révolution d'indépendance. La race comme classe, précisément, va prospérer et va connaître une sorte de rebond, puisque ce que veulent faire les libéraux qui font ces indépendances, c'est terminé, c'est précisément trouver un fondement naturel aux hiérarchies de la société libérale. Et puis, les races comme sciences naturelles vont évidemment prospérer. Et donc, dans la continuité de cette réflexion sur l'hétérogénéité des processus de racialisation et des modes de racialisation, moi j'étais parti d'un tableau peint au Brésil à la fin du 19e siècle qui s'appelle La Rédemption des Charmes, pour montrer comment on y trouvait superposées différentes strates historiques de modes de racialisation différents, dont je tenais à souligner le fait qu'il ne faut surtout pas les confondre les uns les autres parce qu'ils obéissent à des rationalités particulières, ils renvoient à des concepts particuliers de race et à des principes politiques différents. Alors à la fois un régime qui se fonde effectivement sur une logique naturaliste et qui s'appuie et qui va aller en appui de projets politiques visant à réorganiser la société autour des différences et des inégalités naturelles pour les harmoniser ou pour les faire progresser. Un régime plus ancien qui est un régime qui renvoie au vocabulaire colonial des différentes qualités, des différents statuts et où j'ai vraiment insisté sur le fait que la notion de race a un espace extrêmement spécifique à l'intérieur de ce vocabulaire général des qualités. Il faut s'interroger sur les processus qui font qu'à un certain moment, elle se diffuse dans certains contextes et pas dans d'autres. Et donc, il ne faut surtout pas envisager les sociétés coloniales comme structurées autour d'une cette grande catégorie que c'est la race, en effaçant les différences des différents types de qualités, libres, non libres, mais aussi les différences liées aux religions, les différences de naissance, en les confondant derrière cette grande catégorie, qu'on substantiverait et qu'on prolongerait après dans l'histoire, qu'on projetterait comme une sorte de grand transcendantal sans histoire. Et la dernière perspective que j'ai essayé d'analyser, c'était celle qui concerne plus l'approche plus religieuse, puisque la notion de race renvoie d'abord et avant tout, pendant longtemps, à la question du lignage et à un lignage marqué par des vertus héréditaires ou des fautes héréditaires, en montrant qu'il y avait une certaine forme de thématisation de la race propre à
ce genre d'espace. L'idée générale étant donc de bien insister sur l'hétérogénéité des différents concepts de race qui jouent selon les époques, en fonction de contextes spécifiques, et en prêtant bien attention aux différents usages par les acteurs de la notion de race à l'époque dans un contexte spécifique.